Merci beaucoup, Catherine. Monsieur le Premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui vient tout juste de nous quitter, Madame Desmarais, les ambassadeurs qui nous accompagnent aujourd'hui, Messieurs Gilles et Nicolas Rémillard, chers invités d'honneur, Mesdames et Messieurs, bonjour. On a eu de bons échanges déjà qui ont eu lieu ce matin et ça se poursuit encore ce midi. En tant que partenaire de l'événement, l'Ordre des ingénieurs du Québec aimerait remercier le Forum économique international des Amériques pour l'accueil et pour l'organisation de ce déjeuner-causerie. La conférence de Montréal s'est forgée une place de choix parmi les grands rendez-vous nord-américains. Ces rencontres sont devenues un endroit où se tiennent les discussions importantes sur des grandes tendances économiques et politiques du moment. Nous sommes fiers que cet événement prestigieux se tienne à Montréal, au Québec. Je profite également de l'occasion pour souligner votre 30e anniversaire. Monsieur Rémillard, félicitations à vous et à toute votre équipe pour cette belle réussite. Merci. Pour commencer, permettez-moi de dire quelques mots sur l'Ordre des ingénieurs du Québec. L'Ordre a célébré ses 100 ans en 2020 et regroupe aujourd'hui plus de 72 000 membres et candidats à la profession de toutes les disciplines du génie. Notre mission, c'est de protéger le public en encadrant le travail des ingénieurs et en soutenant le développement de la profession. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nos membres répondent aux plus hauts standards de compétences. La mission de protection du public de l'Ordre s'exprime aussi à travers son rôle sociétal. Cette composante est plus que jamais essentielle vu la nature des enjeux qui touchent notre société. En effet, parmi les grands défis de notre époque, plusieurs ont une dimension technique importante qui interpelle directement les ingénieurs. À titre d'exemple, l'état des infrastructures québécoises est une source de préoccupation pour l'Ordre. Le déficit de maintien d'actifs se combine au changement climatique pour mettre à l'épreuve la résilience de nos bâtiments, de nos routes et de nos ponts. Nos infrastructures énergétiques sont évidemment pas épargnées par ce double défi. L'Ordre s'intéresse également au développement durable. Il s'agit d'un enjeu de protection du public qui est incontournable. La dégradation des écosystèmes et des changements climatiques menacent en effet la santé et la sécurité des populations. Ils affectent aussi l'économie et toutes les sphères de la société. L'Ordre tente donc de réduire ces impacts négatifs en sensibilisant ses membres et en les outillant afin qu'ils adoptent les meilleures pratiques de développement durable. C'est pourquoi nous avons commencé à prendre des mesures vigoureuses sur ce plan. L'Ordre des ingénieurs du Québec est notamment le premier ordre professionnel carboneutre au Québec. Mais nos efforts portent particulièrement sur nos dizaines de milliers de membres qui sont des artisans essentiels à la transformation de nos manières de consommer et de produire, et ce, dans tous les domaines de l'économie. Nous allons déployer sous peu un nouveau plan d'action qui vise à démultiplier l'impact de nos membres en matière de développement durable. Personne ne peut nier que nous devrons transformer nos pratiques, et c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'énergie. La transition énergétique qui se déroule au Québec et à l'échelle mondiale doit s'accélérer. Soyons sincères, c'est un défi qui n'est pas facile à relever pour une collectivité qui a baigné longtemps dans l'abondance énergétique. Les Québécoises et les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs d'énergie au monde. Si parfois c'est intéressant d'être dans les premiers, dans ce cas-ci, ça l'est beaucoup moins. Nous avons l'obligation de changer nos habitudes et d'apprendre à maximiser notre utilisation de l'énergie. Nous devons certainement construire de nouvelles installations, mais pour limiter le plus possible l'impact de ces développements, il faut aussi s'assurer d'optimiser la consommation. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des technologies pour y arriver existent déjà et elles vont continuer d'évoluer car le génie québécois n'a pas de limite. Le vrai défi, ça va rester de changer nos façons de faire pour effectuer ce grand virage collectif, autant dans nos maisons que dans nos entreprises et bien sûr dans nos bâtiments institutionnels. Nous avons peu de temps pour agir. J'ai déjà mentionné l'enjeu de la résilience de nos infrastructures énergétiques. Vous le savez, plusieurs sont vieillissantes. En même temps, nous allons leur en demander encore plus en raison de l'électrification des transports et de la croissance générale de la consommation. C'est un peu comme si on demandait à Mario Lemieux de rechausser ses patins et de compter plus de buts que quand il était dans la vingtaine. C'est vraiment tout un défi. Au-delà des infrastructures physiques, nos réseaux reposent aussi sur une infrastructure numérique qui est sujette à des menaces d'une toute autre nature. Je crois que j'apprends rien à personne si je souligne les risques que font peser les cyberattaques sur nos infrastructures critiques et plus généralement sur notre économie.
Nous devons donc bâtir une cybersécurité à la hauteur des défis que pose la numérisation des réseaux énergétiques au 21e siècle. L'électricité verte, telle qu'on la produit au Québec, nous offre la chance de nous attaquer aux gigantesques défis de la décarbonation. Par contre, nous allons vivre une dépendance croissante envers l'électricité, ce qui crée de nouvelles vulnérabilités. Les ingénieurs seront évidemment partie de la solution en matière de transition énergétique. Le travail d'ingénieur qualifié sera essentiel, que ce soit pour l'implantation de mesures d'efficacité énergétique, pour l'électrification des transports, pour la construction de parcs éoliens ou d'infrastructures hydroélectriques, pour l'aménagement de micro-réseaux électriques, pour le développement de l'économie circulaire et évidemment, j'en passe. Nous allons avoir besoin de beaucoup de bras et de beaucoup de cerveaux pour relever ces défis. Hydro-Québec, c'est l'organisation qui emploie le plus d'ingénieurs au Québec. Il faudra miser sur cette expertise interne. Cela dit, les défis sont sérieux. Récemment, l'Ordre a fait produire une étude sur les besoins anticipés de main-d'œuvre en génie. On estime qu'il faudra ajouter au minimum 52 000 professionnels en génie d'ici les 10 prochaines années pour à la fois combler les départs, mais également répondre à tous les besoins qui sont créés par les projets de société. Qu'on parle de transition énergétique, d'économie circulaire, d'intelligence artificielle. Et c'est un peu les mêmes enjeux que nous parlait ce matin notre collègue, M. Laurent Germain, le DG de Aegis. Donc, on vit les mêmes réalités un peu partout à travers la planète. Hydro-Québec est au cœur de ces défis et de ces nouvelles possibilités. C'est pourquoi j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'invité de ce déjeuner-causerie. Claudine Bouchard est au cœur de l'action. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour les personnes qui ne la connaissent pas déjà, elle est vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation et des infrastructures chez Hydro-Québec, en plus d'être PDG de la Société d'énergie de la baie James. Avec plus de 20 ans d'expérience au sein de notre société d'État, elle a participé activement à son évolution récente. Ses fonctions au sein d'Hydro-Québec consistent entre autres à veiller à la conception et l'optimisation d'un système énergétique plus intelligent et plus interactif, qui intègre de nouvelles technologies et de nouvelles ressources énergétiques renouvelables. Elle est également responsable de la maintenance du système et de sa résilience face aux conditions météorologiques extrêmes. De plus, elle est chargée de gérer les actifs et infrastructures d'Hydro-Québec, ainsi que d'assurer la réalisation des projets de réfection et d'expansion qui les concernent. Je vous avais bien dit qu'elle était au cœur de l'action. Inutile de dire que Mme Bouchard sera une femme très occupée dans le futur. Les défis que s'est fixé Hydro-Québec sont colossaux. Décarboner le Québec et profiter de la transition énergétique pour créer une prospérité qui sera bénéfique pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. La Société d'État s'est donné une feuille de route ambitieuse en lançant son plan 2035 qui vise notamment l'ajout de 60 TWh d'énergie. De bonnes discussions sont aussi à prévoir avec le dépôt du projet de loi 69 qui touche à de nombreux thèmes clés de l'avenir énergétique du Québec et du fonctionnement d'Hydro-Québec. L'Ordre souhaite d'ailleurs participer aux discussions entourant ce projet de loi. Madame Bouchard, vous êtes à même de constater que plusieurs points d'intérêt de l'Ordre correspondent à vos réalisations et à vos responsabilités. J'aimerais souligner un autre élément que nous avons en commun, la cause de la diversité et plus particulièrement celle de la présence des femmes dans les entreprises. Claudine Bouchard est en effet active en tant que leader de l'Effet A, une initiative qui vise à renforcer le rôle des femmes dans les organisations et à rendre nos milieux professionnels plus égalitaires. Jusqu'à tout récemment, elle était aussi ambassadrice du programme Leadership au féminin de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Elle a également reçu, au nom d'Hydro-Québec, le prix Blue Planet décerné par l'Association internationale de l'hydroélectricité et la certification or de durabilité pour le projet d'East Main 1. Pour conclure, l'Ordre souhaite participer activement à la réussite de la transition énergétique et plus globalement à la transition vers une économie véritablement durable à long terme. Nos parents et nos grands-parents ont placé le Québec dans une excellente position pour la transition écologique en faisant le choix de l'hydroélectricité. C'est maintenant à notre tour de tirer notre épingle du jeu et de faire des choix qui positionneront le Québec comme un chef de file mondial de l'économie verte. Nous avons très hâte de vous entendre sur ces grandes questions. Sans plus attendre, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement Mme Claudine Bouchard et M. Mathieu Lanneville, PDG du Réseau Environnement, qui aura la chance d'animer cet échange. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sophie. Merci, Sophie. Bonjour, Claudine. Bonjour, Mathieu. Alors, merci beaucoup tout le monde. Ça nous fait c'est un grand privilège pour nous d'être ici au déjeuner causerie pour parler de transition énergétique, de construction durable du futur. Pour commencer, Claudine, déjà, Sophie t'a bien présenté, mais on a quand même une clientèle internationale avec nous. Pourrais-tu nous partager un petit peu la particularité d'Hydro-Québec par rapport à l'écosphère internationale? Avec plaisir. Merci de cette opportunité d'être devant vous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là au nom d'Hydro-Québec. On vit actuellement dans le domaine de l'énergie un moment passionnant, mais aussi un moment marquant pour tout le reste des prochaines décennies et centenaires. Donc, c'est important pour nous d'être au cœur de ça. Alors, Hydro-Québec, c'est une société d'État qui produit, transporte et distribue l'électricité à 4,6 millions de clients. On a le plus grand parc d'énergie renouvelable, on exploite le plus grand parc d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. On a un des plus grands, en termes de kilométrage, réseaux de transport et de distribution au monde et en Amérique du Nord, bien entendu. Et qui plus est, on a lancé un plan d'action 2035 qui est très ambitieux. Sophie en a parlé un peu plus tôt. Et je vous dirais qu'on est aussi très innovant. Il y a une innovation qui marque encore l'échelle mondiale de l'énergie, c'est-à-dire les lignes de transport à haute tension. Donc, le 735 000 volts pour transporter l'électricité en courant alternatif a été développé ici sur la rive sud de Montréal, à Varennes, à notre institut de recherche. Et on poursuit l'innovation maintenant avec des robots qui permettent d'inspecter les lignes pendant que les lignes transitent l'électricité jusqu'au client. Alors ça, c'est des innovations qui sont derrière nous, mais on poursuit nos innovations pour les prochaines décennies. Je suis content de l'entendre parce que la semaine dernière, justement, avec Mme Biron, on est en train de prévoir la politique internationale du Québec et l'hydroélectricité, l'innovation fait partie de nos valeurs, mais là, on va le voir de plus en plus avec notre discussion. Il va y avoir d'autres choses que l'hydroélectricité qui s'en vient. Oui, effectivement. J'aimerais aussi qu'on puisse parler aussi de la transition énergétique. C'est quoi les défis, les opportunités que tu vois à travers ça, puis comment le Québec et Hydro-Québec se positionnent à l'échelle mondiale? Ça, c'est mon sujet favori de tous les sujets. Alors, premièrement, peu importe d'où vous venez dans le monde, mais ici au Québec, plus récemment, on le voit, les changements climatiques sont bien réels. 2023, on a eu l'été le plus chaud de toute l'histoire. Depuis janvier, à chaque mois, on nous dit c'est le mois le plus chaud de l'histoire. En janvier, février, il y avait des feux de forêt en Alberta. Des feux de forêt l'hiver, c'est assez peu conventionnel, je dirais. On a eu notre saison de feux de forêt, nous, ici, l'été dernier, et on a eu une tornade pas loin de Montréal au mois de mai. Tout ça, c'est des preuves matérielles de l'accélération de l'impact des changements climatiques. Alors, la transition énergétique, elle est nécessaire et elle est mondiale. Et on voit qu'il y aura 40 000 milliards de dollars qui seront investis d'ici 2030. Donc ça, c'est 5 ans et demi à peu près dans la transition énergétique partout dans le monde. Alors aujourd'hui, cette transition-là fait en sorte que le marché de l'énergie renouvelable est devenu un marché mondial. Avant ça, Hydro-Québec, on était sur, je dirais, notre continent, notre île, on faisait nos trucs. Maintenant, le marché de l'énergie renouvelable dans la transition énergétique devient un marché mondial. Et là, on doit s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, parce que de toute évidence, les gaz à effet de serre ne respectent pas les frontières. Donc, à la vue de ça, le Québec aujourd'hui, peut-être que vous le savez pas, ceux qui sont dans la salle, mais 50% de toute l'énergie qui est consommée au Québec aujourd'hui est de sources fossiles, notamment le transport. 40% de tous les gaz à effet de serre qui sont émis au Québec actuellement sont d'origine du transport. Donc, on doit accélérer l'électrification du transport et des autres usages, comme des usages industriels et des usages de chauffage, si bien que sur l'horizon de 2035, Sophie l'a mentionné, on a une augmentation de capacité de l'ordre de 66 TWh à produire. Aujourd'hui, on en produit 180. Alors, c'est un peu comme si on a 10 ans pour construire un tiers d'Hydro-Québec. Maintenant, pourquoi je dis que c'est mon sujet favori? C'est parce qu'il y a eu des visionnaires avant nous. Il y a eu des gens qui ont fait des choix de l'hydroélectricité. Et ça fait qu'aujourd'hui, le Québec est tellement bien positionné sur l'échiquier mondial pour profiter de cette transition énergétique-là avec son électron vert à très, très bas coût. On a des tarifs parmi les plus bas en Amérique du Nord. Alors, il y a des gens avant nous qui ont eu des idées
Sophie l'a bien mentionné tantôt. Juste pour vous donner, moi j'aime ça les choses et des images. Aujourd'hui, on est en train de rénover, faire la réfection de groupe turbine alternateur dans une centrale qui a été mise en service en 1928. Pensez-y, cette centrale-là, le fond, la compaction a été fait avec des chevaux, des charrettes. Il fallait que les gens soient convaincus à l'époque. Alors nous, notre rôle, notre responsabilité, c'est de profiter de cet avantage-là et d'accélérer la décarbonation tout en créant la prospérité du Québec, d'où notre plan d'action 2035, qui a une double ambition, de travailler sur la décarbonation, mais aussi sur la prospérité économique. Super. Puis parce que je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs dans la salle, j'ai bien entendu 40 000 milliards de dollars. 40 000 milliards de dollars mondialement d'ici 2030. Super. Il y a des opportunités d'affaires, certainement pour des startups là-dedans, je suis convaincue. Super. Tu as parlé du plan d'action 2035. Vous en avez présenté sur plusieurs tribunes dans les derniers mois. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les principaux points de ce plan-là qui est ambitieux? Oui, il est très ambitieux. Comme je dis, il y a une double ambition de décarbonation et de prospérité. En fait, il y a 5 priorités dans notre plan d'action. Je vais vous les énumérer, puis après ça, je vais vous donner des exemples un peu plus concrets là, pour expliquer ce que ça veut dire. Le premier, on dit qu'on va décarboner, électrifier. Ça veut dire que la qualité de service devient au cœur de ce qu'on doit faire, parce que tout le monde devient de plus en plus dépendant de l'électricité. Donc, il faut que le service soit fiable. Deuxième point, l'électron le plus vert, c'est celui qu'on consomme pas. Donc, il faut augmenter. Je pense que ça va te faire plaisir. Il faut augmenter l'efficacité énergétique. Donc, on double nos objectifs en termes d'efficacité énergétique. Maintenant, même si on réduit notre consommation, si on veut électrifier de façon efficace le 50% qui reste, il faut produire plus, il faut augmenter notre capacité. Donc, on crée aujourd'hui ou on voit aujourd'hui notre capacité électrique comme un mix énergétique. Avant ça, on comptait beaucoup sur l'hydroélectricité. Demain, on va compter sur un mix énergétique un peu plus différent qui va intégrer beaucoup plus d'éolien. J'imagine qu'on va en parler tout à l'heure. Et le 4e priorité, c'est la réconciliation économique avec les Autochtones. Donc, ça, c'est au cœur de l'acceptabilité sociale de nos projets. Donc, il y a des projets, nos façons de faire nos projets ont évolué dans le temps. Maintenant, il faut continuer cette évolution-là. Puis le critère premier pour faire nos projets, c'est vraiment l'acceptabilité sociale. On parle beaucoup des Autochtones, mais des Allochtones également. Et le dernier, non le moindre, celui qui va nous permettre de réaliser ces investissements-là qui sont entre 150 et 185 milliards, c'est d'avoir une organisation qui va être agile, flexible et simple pour nos clients et nos partenaires. Et ça me tient beaucoup à cœur. Alors, on y travaille ardemment. Donc, le plan d'action, en résumé, c'est vraiment ça. Maintenant, il reste à le faire. Une fois qu'on l'a mis sur papier, il faut le faire. Mais on a quand même pris la peine de parcourir le Québec pour aller présenter ce projet-là, parce que c'est un projet de société. C'est un projet dans lequel tout le monde va avoir un rôle à jouer en économie d'énergie, en acceptabilité sociale, évidemment, tous les entrepreneurs, les manufacturiers, les PME du Québec, tout le monde va avoir un rôle à jouer là-dedans. Donc, on est allé partout au Québec. On a fait autour d'une 60aine de rencontres pour aller entendre ce que les gens avaient à nous dire sur notre plan d'action. Et force est de constater que ça suscite beaucoup d'enthousiasme partout au Québec. Alors, on va revenir vers les gens qu'on a consultés avec, je dirais, un consensus qui se dégage de certains éléments à mieux travailler avec les collectivités. Les attentes sont grandes à l'égard d'Hydro-Québec. Hydro-Québec est à l'écoute et on va répondre présent à ces gens-là. C'est rassurant, Claudine, comme tu dis, c'est pas encore livré, mais d'avoir un plan de match qui est cohérent, qu'on parle, oui, d'augmenter la production, mais de le faire aussi avec l'efficacité, avec une acceptabilité sociale. Je pense que c'est rassurant qu'on ait cette vision-là à travers ça. Pour poursuivre, pardon, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la carboneutralité 2050. C'est un objectif qu'on a au Québec, au Canada, puis beaucoup de pays ici qui sont représentés. Il va falloir produire, comme tu l'as dit, plus d'énergie renouvelable. Tu l'as mentionné tantôt, 50% quand même encore sur le fossile. On parle d'un demi Hydro et Québec et même plus, mais une partie de la solution va se trouver évidemment à travers l'efficacité énergétique.
chez Réseau Environnement, on encourage beaucoup des mesures comme l'écofiscalité comme façon de pouvoir mettre ça en place. Mais j'aimerais savoir quelle option, selon toi, on devrait privilégier pour changer les habitudes des consommateurs, autant dans le secteur non résidentiel que résidentiel? Bon. J'ai dit tout à l'heure, l'électron le plus vert, c'est celui qu'on consomme pas. Alors, il faut faire mieux en termes d'efficacité énergétique. Donc, on a doublé nos objectifs. Donc, on a, sur l'horizon du plan 2035, entre 1500 et 1800 mégawatts d'économie d'énergie comme cible. Et ça peut être atteignable. Évidemment, pour ça, il faut convaincre les clients. Puis pour les convaincre, il faut les accompagner. Je pense qu'on peut mieux les accompagner, que ce soit les clients résidentiels, les clients d'affaires, les industriels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles technologies. Comment on intègre ces nouvelles technologies-là dans nos vies? Comme par exemple, dans les résidences, il y a ILO, qui nous permet, sans trop perdre de confort, de pouvoir participer à l'effort collectif de l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est un des exemples. Deuxième élément, pour convaincre nos clients, il faut rendre ça simple. Il faut que nos incitatifs monétaires et d'investissement pour nos clients deviennent simples. Pas on fait une analyse, on fait une demande, puis après ça, on sait combien on aura d'incitatifs financiers. Alors, les incitatifs sont clairs maintenant et on espère qu'on a simplifié la mesure ou le processus pour les obtenir. Donc, notamment, un des leviers importants que nous avons, ce sont les thermopompes. Dans une maison, quand vous installez une thermopompe, puis j'ai pas de compagnie de thermopompe, là, je vous rassure. Donc, en installant une thermopompe dans une maison, vous pouvez réduire votre facture d'électricité jusqu'à 30 %. Bien, si vous réduisez votre facture, ça veut dire que vous réduisez votre consommation de toute évidence et vous participez à l'effort d'efficacité énergétique. Ça, c'est une mesure concrète pour laquelle on va venir donner un incitatif de 6 725 $ par thermopompe. Donc, c'est un effort concret. Maintenant, il y a plein d'autres axes sur lesquels on peut travailler pour accélérer cette électrification-là en accompagnant les clients industriels ou institutionnels. On parle beaucoup de l'enveloppe de bâtiment. Comment on va trouver des façons d'inciter les gens à rénover leur maison? Pas juste faire une belle cuisine, c'est le fun, j'aime ça, mais aussi à avoir un bâtiment beaucoup plus performant en termes énergétiques. Alors ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille. On travaille pas tout seul, on travaille avec des partenaires. Et donc, on veut vraiment aider nos clients à faire les meilleurs choix, mais à rendre ça simple et surtout avoir des incitatifs financiers qui sont intéressants pour qu'ils aient un retour sur l'investissement, qui soit sur une horizon de temps plus court, bien entendu. Super, mais je pense que l'exemple des thermopompes, c'est très simple comme subvention. ILO aussi, c'est chouette parce qu'on va vraiment avec les nouvelles technologies puis on peut voir en temps réel. Puis je peux vous dire, pour travailler en environnement, c'est un exemple qu'on se sert pour aller dans d'autres secteurs par exemple, on peut penser aux services d'eau ou à d'autres services qui sont pas avancés comme Hydro-Québec. Alors, continuez dans cette lignée-là. Effectivement, mais on a besoin de tout le monde, tu sais, dans le sens où changer les comportements, c'est pas facile. Alors, on doit accompagner, comme je disais tantôt, les clients, mais surtout expliquer pour que les gens comprennent à quoi ils contribuent en faisant de l'efficacité énergétique. Ça, je pense qu'on a un travail à faire de notre côté pour intéresser les gens à la question énergétique. On parle de la question énergétique ici aujourd'hui, mais dans les chaumières au Québec, c'est pas toujours les discours qui intéressent les gens. Alors, comment on intéresse? Puis là, je pense qu'avec la transition énergétique, je disais tantôt, on est à un moment important dans l'histoire, mais je pense que ces conversations-là, on a tous un devoir de les susciter puis de les intéresser. Parce que ça fait partie de l'avenir du Québec, bien entendu. On l'a dit tantôt, on est responsable de laisser aux prochaines générations tous les avantages que nos prédécesseurs ont créés pour nous. Ben, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir au moins, je dirais, l'audace d'en discuter entre nous. Oui, puis je pense que ça va être des bons débats philosophiques aussi qui vont venir à travers ça, qui va peut-être aussi amener plus de gens, parce qu'il n'y a personne qui gaspille pour le plaisir. Souvent, on n'est pas conscient. Je pense que l'éducation à travers ça va bien aider. On a effleuré tantôt un petit peu l'énergie éolienne. Quand même, vous avez annoncé il y a 2 semaines des grands projets éoliens pour Hydro-Québec. Du côté d'Hydro comme du côté du gouvernement, on sent une réelle volonté de revoir la planification énergétique de manière stratégique, en se projetant sur le long terme, puis en prenant en compte les impacts sociaux, environnementaux que tu as aussi parlé précédemment. C'est quoi tes attentes à travers l'éolien dans les prochaines années? Bon, dans le plan d'action, j'ai parlé tantôt d'un mix énergétique. Aujourd'hui, on a 38 000 mégawatts d'hydroélectrique. Évidemment, c'est la grande partie de notre parc d'exploitation de production d'électricité. On a 4 000 mégawatts d'éolien qu'on a développé dans les 10 dernières années. Pour arriver aux 66 TWh, si je traduis en mégawatts, ça nous prend 8 à 9 000 mégawatts.
Première chose qu'on veut faire, c'est mieux utiliser nos infrastructures. Je parlais tout à l'heure de notre centrale de rapide blanc qui a été construite en 1928, qu'on est en train de réfectionner. Donc, on va mettre des groupes de turbines alternateurs plus efficaces dans nos vieilles centrales. C'est toujours ça qui est mieux utiliser ce qu'on a déjà. C'est déjà le principe de base. Donc, avec ça, on devrait aller chercher à peu près un 2000 MW du 8 à 9000. Donc, ça, c'est un. Après ça, l'efficacité énergétique, on vient d'en parler. 1500 à peu près 1800. Donc, ça, ce sont les cibles. Ensuite, on va avoir d'autres productions, d'autres moyens de production hydrauliques. Donc, on va avoir des centrales à réserve pompée. Peut-être un grand projet hydroélectrique si on réussit à trouver un projet intéressant d'un point de vue de développement durable, c'est-à-dire d'un point de vue d'acceptabilité sociale, d'environnement et économique, parce qu'on fait ça, bien entendu, pour ça. Et donc, à ça doit s'ajouter un portefeuille énergétique, donc d'éolien. Donc, on anticipe le développement de 10 000 MW d'éolien. Mais quand on compare ça, je vous parlais tout à l'heure maintenant, on est dans un échiquier mondial en termes d'énergie renouvelable. En 2023, s'est installé dans le monde 117 000 MW d'éolien, dont 69 000 en Chine. OK? Donc, ça, c'est une année historique d'installation d'éoliennes partout dans le monde. Alors, quand on veut installer de l'éolien au Québec, on en a 10 000, mais qu'on fait face à de la concurrence pour acquérir ce dont on a besoin pour faire ça, ben, il faut réfléchir au modèle approprié et optimal pour nous permettre d'atteindre ces 10 000 MW-là. Parce qu'on a réussi à développer 4 000 MW en 20 ans avec le modèle qu'on avait. Il était très bon, ce modèle-là est encore très bon aujourd'hui, mais là, il faut trouver un moyen d'accélérer. Donc, il faut varier nos modèles d'affaires pour développer l'éolien. Et c'est ce qu'on a annoncé il y a 2 semaines dans notre stratégie éolienne, donc dans lequel Hydro-Québec va jouer un rôle de locomotive dans le développement de l'éolien au Québec. Donc, il y aura plusieurs modèles d'affaires qui seront, je dirais, mis en œuvre selon le projet. Mais dans tous ces cas-là, l'initiateur de départ ou le fondement, ça va être une entente avec les collectivités. La création d'un partenariat avec les communautés locales, que ce soit autochtones ou allochtones, va être le jalon initial qui va permettre de développer le projet. Et là, ben, il y aura différents modèles d'affaires de partenariat avec le privé ou pas, selon ce qu'on a à développer. Mais 10 000 MW, là, aujourd'hui, on a des tours d'éoliennes à peu près 3 MW. On a dit dans le plan d'action que c'est à peu près 10 fois le territoire de l'île de Montréal. Alors, l'acceptabilité sociale et l'impact environnemental doivent être au cœur du développement de ces projets-là. Et Hydro-Québec, par le passé, on a parlé tout à l'heure du prix Blue Planet qu'on a reçu pour les projets East Main 1, ben, on veut développer ces projets-là dans cette même perspective de respect de l'acceptabilité sociale et de réduire l'impact environnemental avec différentes mesures, comme encourager la biodiversité, au moins dans les lignes qui vont transiter cette énergie-là. Parce que pour transiter toute cette énergie-là, on va devoir construire sur l'horizon du plan environ 5000 km de lignes pour être capable de prendre cette production-là, qui est loin, généralement. Hein, la baie James, c'est à 1500 km de Montréal. Donc, il faut l'amener vers le sud, donc là où c'est consommé. Alors, tout ça fait en sorte que notre plan d'action est ambitieux, mais comme je disais tantôt, on a besoin de la participation de tout le monde parce que pour construire ça, ben ça va prendre des ingénieurs. Sophie l'a bien mentionné, ça va prendre des gens à la construction, ça va prendre des mécaniciens qui vont faire l'entretien de ceux qui contribuent, ça va prendre des monteurs de ligne. Alors tout ça, on est en train de regarder ça avec différents partenaires pour s'assurer d'avoir la main-d'œuvre requise pour être capable de faire de ce plan d'action-là un succès pour tout le monde. Puis on est déjà très bien avancé là-dedans. Super. Alors, je comprends un cocktail là, de sources d'énergie renouvelables avec des énergies qui sont plus de base, d'autres plus intermittentes, mais ça va être avec ce cocktail-là qu'on va réussir. Je vois que le temps file, puis il y a quand même des enjeux qu'on parlait justement à notre table pendant le lunch. L'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, tu l'as effleuré avec ce que Sophie aussi a mentionné avec les besoins en ingénieurs. C'est un enjeu qui est important. C'est quoi les principaux défis que tu anticipes? C'est quoi les stratégies que tu comptes mettre en œuvre pour avoir les main-d'œuvre nécessaires? Puis je sais que tu parlais plutôt là, de la chaîne de valeur au complet. Oui, il faut voir la chaîne de valeur parce que si on a beaucoup d'ingénieurs, mais on n'a personne pour construire dans le champ, ça fonctionne pas. Puis il y a un cycle dans le temps, il y a une séquence dans le temps où ces gens-là doivent arriver. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'on a un peu de temps devant nous pour tout structurer et organiser ça. Donc, la première des choses qu'on veut faire, c'est vraiment de travailler avec les partenaires, le ministère de l'Éducation, les écoles, les centres de formation professionnelle pour nous aider, pour encourager la formation chez les jeunes de ces métiers-là.
Ensuite, comment on les intègre dans le marché du travail, comment on les accompagne dans le marché du travail. Donc ça, c'est important pour nous aussi. Puis dans le cadre du plan d'action, ce qu'on a dit, c'est qu'on aurait besoin des travailleurs de la construction dans une moyenne d'environ 35 000 travailleurs par année. Alors là, ce qu'il faut faire, d'abord et avant tout, c'est essayer de réduire ce nombre-là, parce que 35 000, c'est un très grand nombre, bien entendu. Alors, si on veut arriver à faire ce qu'on a à faire, il faut travailler différemment. Alors, beaucoup de modularisation, beaucoup de préfabrication. Qu'est-ce qu'on peut faire en usine plutôt qu'en chantier? Ça va toujours plus vite en usine que dans un chantier où il neige, il pleut, puis il fait moins 40. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille. Les robots. On a déjà des robots sur certains de nos chantiers. On pourrait en avoir davantage. Donc, il faut réduire la main-d'œuvre dont on a besoin. L'empreinte main-d'œuvre dans tout ce qu'on fait, il faut trouver un moyen de la réduire et de vraiment l'utiliser là où elle crée le plus de valeur dans cette chaîne de valeur-là, la séquence. Alors, on ne fait pas ça tout seul, on travaille avec tous les partenaires, le gouvernement, entre autres, bien entendu, les différents ministères, mais aussi les écoles, les centres de formation. Et aussi, on veut travailler avec les jeunes, parce qu'il faut les intéresser à venir travailler dans le secteur de l'énergie. On n'en parle pas beaucoup. Autant les ingénieurs que les employés techniques ou métiers, il faut les intéresser parce que on est vraiment au cœur d'une transition importante pour la décarbonation et les changements climatiques. En même temps, qui peut parler beaucoup à la relève, qui veut s'impliquer, pour qui c'est des chantiers qui sont importants pour l'avenir. Puis j'entends bien aussi l'aspect de l'innovation, des innovations qu'on connaît aujourd'hui, mais peut-être d'autres qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, que peut-être des gens ici dans la salon. Puis peut-être en conclusion, peut-être comme dernière question, qu'est-ce que vous auriez justement à dire aux personnes dans la salle là, qui se demandent comment leur organisation peuvent contribuer justement au succès de notre transition énergétique? C'est une excellente question. Intéressez-vous, informez-vous. On a plusieurs plateformes pour que les PME du Québec, les moyennes entreprises, puissent devenir des fournisseurs, des grands manufacturiers, des grandes entreprises internationales. Donc, informez-vous, il y a des plateformes qui existent et surtout, parlez de cette transition énergétique-là. Comme consommateur, comme client, c'est important qu'on puisse avoir ces conversations-là, puis qu'on sensibilise les gens autour de nous à l'importance de ce qu'on est en train de faire, puis à l'importance du legs et de la responsabilité qu'on a de ce legs-là pour les prochaines générations, avec notre électricité qui est verte, puis qui est à des tarifs très bas par rapport à quand on se compare ailleurs dans le monde. Merci beaucoup, Claudine. Je peux te dire qu'en tant que personne à la tête de la plus grande association de spécialistes en environnement au Québec, c'est rassurant de voir cette approche-là qui a une cohérence dans la vision. Puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dans la salle aussi qui sont heureux de l'entendre. Puis on va être avec vous pour se retrousser les manches puis faire de cette transition-là un succès. Merci beaucoup. Merci.